Je comprends pas, vous êtes des Européens convaincus ou pas? Monsieur Ficot, Robert Ficot. Eh bien, ce journaliste s'est pris une balle entre les deux yeux. Et puis, j'avais 203, c'est en Bulgarie, tout ça c'était au cours des 12 derniers mois. Un journaliste enquêtant sur les liens entre le pouvoir à Sofia en Bulgarie et la mafia. Alors ça, c'est pas un Ndrangheta, c'est la mafia locale. Il y a deux grandes mafias locales. Et ben, il est arrivé la même chose, il est passé de diatreta. Nous sommes aussi à la fin du RSS. Vous savez qu'à la fin du RSS, c'est assez normal. Quand vous avez une dictature totalitaire qui interdit d'expression les gens qui sont contre, ou qui les envoie à un hôpital psychiatrique, quand vous avez une mafia, quand vous avez un État où la liberté de critique n'existe plus, sur le fond, qui manie des milliards, c'était ça l'URSS, ça maniait des milliards de roubles, et vous n'aviez pas le droit de critiquer les fondements du régime, et tout ça était dans une totale opacité, ce genre de régime, quel que soit son oripeau, socialiste, européen, communiste, etc., vous avez ce type de régime qui manie des milliards et qu'on n'a pas le droit de critiquer et qui vit dans l'opacité, ça n'attire pas comme profit psychologique Sœur Emmanuel. Ça attire les mafias. Des gens qui se faufilent là-dedans, qui se disent il y a du fric à faire. C'est comme ça que l'URSS finissante avait fini. Vous vous rappelez la mafia du coton, où il y avait le gendre de Brejnev qui était mouillé dans l'affaire. Il y avait des membres du Politburo qui avaient été jusqu'au plus haut niveau de l'URSS, qui étaient gangrenés par le cynisme, la corruption et la mafia. Ben, c'est la même chose dans la fin de la construction européenne. Le cynisme, la corruption ne cessent de gangréner les pays membres de l'Union européenne, puisqu'ils manient des milliards d'euros et on n'a pas le droit de critiquer. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Personnellement, je suis convaincu qu'il faudrait que Tracfin se penche sur les comptes de M. Macron et de son entourage. Parce que ça n'est pas normal, quand on est président de la République française, de prendre à répétition des décisions qui sont aussi contraires, de façon ouvertement évidente, à l'intérêt national. Que ce soit la vente de GEC Alstom aux Américains, que ce soit se proposer de céder le siège au Conseil de sécurité à l'Europe, que ce soit de mutualiser la force nucléaire française, sans jamais rien obtenir de l'Allemagne. Il y a des limites. Il y a des limites à la connerie, et non, c'est plus de la connerie, c'est de la haute trahison. Ça, c'est mon point de vue. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur toutes ces affaires. Donc, pourquoi est-ce que nous voulons sortir de l'Union européenne? Parce que nous voulons justement régler les problèmes français. D'abord, qu'est-ce qui intéresse les Français? Le chômage et le niveau de vie. À quoi est dû le chômage? Certains vous disent, je ne sais même pas quelle est la doxa officielle maintenant sur le chômage. En gros, voilà, il faut baisser les charges sur les entreprises, il y a trop d'impôts en France, et puis il faut libérer les énergies. Pensez printemps, les amis, je veux libérer les énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, hein. Ça, c'est vrai que je ne suis pas un responsable politique comme les autres, parce que moi, je parle comme tout le monde. Je ne sais pas la langue de bois. Je pourrais vous le faire, hein, le coup. Hein. Tout ça, c'est très facile. Je n'accepte pas la montée du chômage. Je veux libérer les énergies, libérer la jeunesse, dans un cadre européen, pour faire face à la mondialisation et faire face aux menaces venues de la Chine, des États-Unis, auxquelles il fait faire contrepoids. Sauf que vous l'avez vu, quand il s'agit par exemple de faire front commun face à la Chine sur les trains rapides, la Commission européenne a interdit la fusion Alstom-Siemens. Vous l'avez vu. Et moi j'ai accompagné Chirac en Chine, on avait vu le président Charles Zéline, et c'est pareil pour tous les présidents rapide, quand ils vont en Chine, ils sont là pour vendre les produits français en disant surtout n'achetez pas allemand. Je l'ai entendu et vu de mes yeux vus. D'ailleurs c'était Chirac en 1996, on était à la cité interdite, à John Anai à Pékin, et puis Chirac qui explique au président chinois qui le recevait, qui lui dit maintenant, le président chinois dit alors maintenant je suis heureux d'accueillir le représentant de la pensée de Charles de Gaulle, et nous pourrions bâtir un partenariat stratégique franco-chinois. Le président de la République française, Chirac, qui répond merci monsieur le président de la République populaire de
Chine, je vous remercie de vos mots de bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes maintenant en train de bâtir l'Union européenne avec le couple franco-allemand. Et donc, maintenant, tout ce que fait la France, elle le fait avec l'Allemagne. Alors, au fur et à mesure, le président chinois se renfonçait dans son fauteuil en disant « c'est ça qui est devenu la France ». Le président de la République française, quand je lui propose un partenariat franco-chinois, il dit « non, surtout, vous savez, nous sommes devenus une petite crotte, donc nous sommes un tout petit truc, donc surtout, ne comptez plus sur nous, nous sommes devenus une région d'un ensemble, donc nous, c'est le couple franco-allemand ». C'est ça qu'il dit, et c'était Chirac. C'était quand même... Et depuis lors, ça a été chaque fois pire. Et puis, 15 minutes après, Chirac qui change le sujet, c'était Gour, et Chirac qui dit, alors voilà, monsieur le président de la République, Chine, vous parliez tout à l'heure de partenariat stratégique franco-chinois, et bien justement, il y a une manière d'illustrer ceci, c'est le projet de TGV Pékin-Shanghai. À l'époque, il n'y en avait pas, on est en 1996, il y a 23 ans. Et je vous propose de retenir l'offre française d'Alstom, du TGV français, qui, comme vous le savez, est le premier train de grande vitesse qui a été réalisé dans le monde, est le meilleur, et de notre offre est la meilleure. J'espère que, alors, le président chinois écoute ça. Ils sont malins, les Chinois. Ils sont 1,4 milliard. Alors, celui qui est à la tête, vous imaginez quand même. Il a quand même joué les coudes pour arriver au sommet. Et après, un Chinois écoute comme ça, les yeux mi-clos, et il dit alors c'est traduit par l'interprète qui dit Monsieur le Président de la République française, alors, il se tourne vers le Premier ministre Lipin, il lui demande est-ce que ça. Il dit Monsieur le Président de la République française, je vous confirme que nous sommes intéressés par l'offre française de trains à grande vitesse. D'ailleurs, certains de nos ingénieurs sont allés à Belfort, continuent d'y aller. Nous connaissons les prouesses de la technologie française, etc. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, Monsieur le Président de la République française. Dites-moi, je vais vous répondre, dit Chirac. Et le président chinois dit eh bien voilà, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous faisiez un couple franco-allemand, que c'était la stratégie de la France. Mais voilà, 3 mois, je recevais dans le siège dans lequel vous êtes assis. J'ai assisté, il y avait 15 personnes dans la salle. On était 7 filles françaises et 8 chinois. Donc je me siège dans lequel il est assis. Le chinois continue en disant dans le siège dans lequel vous êtes assis, ces 3 mois, je recevais M. Gerhard Schröder, son Excellence le chancelier de la République fédérale d'Allemagne. C'est un ami, dit Chirac. Et le président Chirac, oui, certes, je n'en doute pas, mais il était venu me dire tout le bien que je devais penser de l'offre allemande de l'ICE de chez Siemens, qui était à son avis un train beaucoup plus performant que le TGV français. Chirac reste quoi? Et le président chinois poursuit en disant voilà, donc j'aimerais que vous m'expliquiez, vous m'avez dit que vous formez un couple franco-chinois, mais quel train je dois choisir? Échec et mat. Voilà. Parce que la construction européenne est fondée sur un mensonge. Parce qu'elle n'est pas du tout destinée à faire contrepoids à la Chine et aux États-Unis. C'est pas vrai. Elle a été pilotée par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Allez regardez le bouquin de Philippe de Villiers en appui de mes conférences, en appui d'ailleurs de ce que disaient les gaullistes et les communistes dans les années 50. Il suffit, achetez-vous des journaux de l'Humanité ou de Regard, un magazine du Parti communiste français des années 50 au moment de la CED, vous verrez ce qu'il disait. Il disait en fait que la CED avait vocation à mettre la France et l'Europe sous un duo germano-américain dirigé par des hitlériens. Parce qu'on savait très bien qu'ils recyclaient les militaires nazis. Je l'ai montré dans ma conférence avec tous les scans arrivés, j'ai même l'original du magazine chez moi. Eh bien, allez vous renseigner. Donc la construction européenne n'a pas du tout vocation à faire de la France, faire de l'Europe une puissance économique.
Les gens qui vous disent, regardez, l'Europe, c'est le premier marché du monde, regardez le niveau de vie. Mais ça, tout ce qui est bien en France est dû à la France. Et tout ce qui est mal est dû à l'Europe. Réfléchissez-y. Notre niveau de vie ne cesse de décliner depuis Maastricht. Les délocalisations industrielles sont dues aux articles européens à la libre circulation des mouvements de capitaux actés par l'acte unique de 1986. Le TGV que M. Chirac voulait vendre, le TGV français qu'il voulait vendre en 1996, il n'est plus français maintenant. Il a été vendu aux intérêts allemands. C'est-à-dire que plus on avance et plus les gens disent « regardez les succès de l'Europe ». Non, ce sont les succès de ce qu'était auparavant l'Europe, de ce qu'ont apporté auparavant les pays d'Europe. D'ailleurs, si c'était faux, ce que je dis, s'il c'était vrai que la construction européenne avait obtenu des grands résultats, nous devrions être de très loin la première puissance mondiale. On ne cesse, les pays de l'Union européenne, de décliner dans le classement des puissances. Si vous regardez l'indice de développement humain, l'IDH, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui calcule les pays où on vit le plus heureux au monde, c'est un indice composite qui se compose du PNB par habitant, de l'espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation des femmes, je crois, ou je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs critères qui permettent d'avoir un critère plus fin que le PNB par habitant. Qui permettent de prendre en compte aussi des éléments de développement, de bien-être. Bon. Selon ce calcul de l'IDH, les pays où on vit le plus heureux au monde, c'est la Suisse, la Norvège et l'Islande. Manque de peau, ce sont les 3 pays de l'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et dans l'euro. Et qui d'ailleurs sont des petits pays. L'Islande a 330 000 habitants, c'est la ville du Havre, de Rouen plutôt. La ville de Rouen. Allez dire aux Islandais qui sont sur leurs cailloux qu'ils ne sont pas la taille du monde aujourd'hui. Parce que ça, c'est aussi un des slogans de la propagande actuelle. Ça fait des années, des décennies que ça dure. Si la France sortait de l'Union européenne, la France toute seule est beaucoup trop petite pour se débrouiller. Vous connaissez ce slogan habituel. Bon. Mais pourquoi la France serait-elle toute seule? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que sortir de l'Union européenne veut dire construire le mur de Berlin tout autour des frontières françaises et de ne plus avoir aucune relation avec le reste du monde? Il ne s'agit pas de devenir la Corée du Nord. D'ailleurs, ici on nettoie, certains tombent peut-être dans ce piège de la propagande, mais je peux vous dire que lorsque je fais des conférences à Annemasse, où les Français, il y a des quantités de Français qui vont travailler tous les jours en Suisse, et quand je leur dis que la Suisse n'est pas la Corée du Nord, toute la salle rigole. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, c'est le pays du monde le plus ouvert, vous avez des conférences internationales plus que partout ailleurs. La Norvège n'est pas la Corée du Nord non plus. L'Islande non plus. J'ai rappelé pendant l'élection présidentielle que, d'après mes calculs, il y a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Et que je proposais d'en dénoncer 2, le traité de Lisbonne et le traité de l'Atlantique Nord. 2 sur 6686. Il en reste quand même 6684. Ça permet de voir venir avant de penser qu'on va se couper du reste du monde. Il y a 343 traités qui nous lient à l'Allemagne. Des traités, par exemple, sur la délimitation des frontières, sur les échanges commerciaux, sur les échanges d'étudiants, sur les prêts d'œuvres d'art, sur la non-double imposition, conventions sur le partage des brevets, les conventions diplomatiques et consulaires, etc., peut-être la coopération scientifique. Tout ça restera. Hein. Donc les gens qui vous mettent dans la tête que si on sort de l'Union européenne, on coupe tout, c'est faux. D'ailleurs, Europe ou pas Europe, on a une ambassade au Brésil. Et si on sort d'Europe, on a toujours notre ambassade au Brésil. Hein. Depuis 2 ans et demi que les Britanniques préparent le Brexit avec ce coup fourré que les anti-Brexit essayent de torpiller en menaçant d'apocalypse, eh bien, le gouvernement de Mme May a signé des quantités d'accords commerciaux avec des quantités de pays du monde, hein, dont la Suisse d'ailleurs récemment. Mais elle est allée en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Nigeria. Vous croyez vraiment, enfin ici quand on est au Havre en général, on connaît quand même un peu les Anglais, avec leurs qualités et leurs défauts. En général, on ne considère pas les Anglais comme débiles. On ne les considère pas comme des cons, on les considère plutôt comme la perfide Albion, non? Des gens très pragmatiques, très malins. Vous croyez vraiment qu'ils sont comme ça, le pays qui a inventé les libertés publiques dans le monde occidental? Depuis la Magna Carta de 1215, après la grande remontrance, après il y a eu l'habeas corpus,
Après, il y a eu l'invention de la monarchie parlementaire, puis du capitalisme, puis des trade unions, etc. Vous croyez vraiment que ce pays, d'un seul coup, est un pays dingue et a décidé de se transformer en Corée du Nord? Allons donc. Tout ça, c'est la propagande sur les désastres que serait la sortie de l'Union européenne. C'est vrai que c'est un désastre, je reconnais. C'est un désastre, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ce sera un désastre. D'abord pour les grands groupes. Parce que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la France et les pays de l'Union européenne seront obligés d'appliquer le tarif extérieur commun. Donc avec un taux moyen de 3%. Or, il y a beaucoup d'achats de commerce inter-entreprises. Hein. Par exemple, je sais pas, on fabrique des boîtes de vitesse automobiles pour des entreprises automobiles en Allemagne, etc. Évidemment, ça va introduire des coûts supplémentaires pour les entreprises. Elles n'ont pas envie, on peut les comprendre. Voilà, ça va faire une petite taxation supplémentaire. Ça va être un désastre pour la France, hein, puisque s'il n'y avait pas d'accord, on est obligé, ça a d'ailleurs commencé, de recruter des douaniers pour imposer le tarif extérieur commun au Royaume-Uni. C'est nous qui allons devoir bouger, c'est nous qui allons devoir prélever des impôts, c'est pas les Anglais. Et pour autant, est-ce qu'on va se priver d'acheter des produits anglais? Hein, comme je l'ai dit, ça fait un petit buzz l'autre jour sur le Figaro. Je dis, est-ce que vous croyez vraiment que Jean-Claude Juncker va se priver d'acheter sa bouteille de whisky pour le petit déjeuner tous les matins? De la même façon, les Anglais vont continuer à acheter du Bordeaux, du Cognac, du Roquefort, du Camembert. Il y avait les frères France 3 qui avaient fait un petit reportage il y a quelques semaines là-dessus, en demandant à un de nos compatriotes dans le Bordelais, est-ce que vous avez peur du Brexit? Et comme c'était un paysan, et que les paysans quand même, en général, les parties de la population qui a le plus de bon sens, il avait répondu, vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du vin aux Anglais, on ne voit pas très bien pourquoi on arrêterait. Voilà. Donc, figurez-vous que lorsque M. Macron est venu en Normandie, là, dans son grand one-man show qu'il appelle le Grand Débat, et devant les maires des villes rurales, là, il a dit, vous vous rendez compte, s'il y a le Brexit, 70% des produits alimentaires dans les supermarchés britanniques viennent du continent. Ah, les maires ont été là. En vérification faite, c'est faux, c'est encore une fake news de Macron, c'est pas 70%, c'est 30%. Enfin, peu importe. Les maires étaient impressionnés. Mais si j'avais été là, j'aurais dit au président de la République, et alors? Et alors? Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne le 29 mars, le 30 mars, si un supermarché fait une commande de réassort et demande à des fabricants de cognac d'envoyer, je sais pas, 10 caisses de bouteilles de cognac, ou 30 caisses de Bordeaux à un producteur de vin de Bordeaux, ou bien des caisses de, je sais pas, de Camembert ou de Papin, vous croyez vraiment que le producteur de cognac va dire « Non, va des rétro Satanas, vous êtes sorti de l'Union européenne, je ne vous vendrai plus mon cognac ». Alors qu'on vend, je rappelle quand même que sur les 195 pays du monde, il y en a quand même 160, sur les 193 pays du monde à l'ONU, il y en a quand même 165 qui ne sont pas dans l'UE et auxquels on vend du cognac. On vend du cognac en Suisse, si, je vous assure, même s'ils ne sont pas dans l'UE. Voilà. Donc M. Macron agite une peur non réfléchie, irraisonnée, hein, pour faire peur aux gens. Alors que lorsque vous regardez les triomphales, c'est d'une banalité sans égale. Ben oui, voilà, ils vont commander puis on va leur livrer. Et eux, d'ailleurs, ils ne sont pas obligés d'augmenter les taxes. Hein. Ils ont même dit, d'ailleurs, que s'ils sortaient, ils allaient baisser toutes les taxes. Donc ils importeraient davantage. C'est dingue. Ceux qui vont être pénalisés, c'est nous qui devons mettre des taxes parce qu'on va payer 3% ou 5% plus cher. Il y aura une taxe de droit de douane sur la bouteille de whisky. Bon, Juncker a les moyens, hein, quand président. En plus, ça ne. Bon. Le même Macron a dit, vous vous rendez compte, les compagnies aériennes qui vont au Royaume-Uni, ben, oui, on en rend très bien compte. Et alors, quel est le problème? Parce que Macron, vous vous rendez compte de la viciosité de ce sale type? Ce type a essayé de faire croire aux Français qu'il n'y aurait plus que l'échange, que c'était terminé, que les gens seraient comme ça.
fermé. Et est-ce que vous réfléchissez un instant, respirez, on va faire un peu de yoga. Est-ce que vous imaginez dans le vol Tokyo-Londres sur la Japan Airlines dans la nuit du 29 au 30 mars? D'un seul coup, survolant la Sibérie, on apprend que le Royaume-Uni vient de sortir de l'Union européenne et le pilote dit « Ah, on va se poser à Copenhague ». Mais c'est dingue. Ils ont des plans de vol, ils ont des droits de trafic, tout est négocié, c'est pareil pour la France. Et ça n'est pas remis en cause par la sortie de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que ces blagues? Air France va continuer à faire des vols Londres-Paris, et puis British Airways, des vols Paris-Londres ou l'inverse. Arrêtons avec ces peurs ancestrales, ces peurs irraisonnées. C'est ça le populisme. Hein. C'est la pire démagogie. C'est essayer d'agiter sur les peurs sans que jamais, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on ne m'invite jamais. C'est beaucoup plus pratique de me taper dessus sans m'inviter. L'autre jour, c'est ce titan de la pensée politique, économique et financière qui est Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, qui a fait acte de candidature pour être tête de liste aux élections européennes. J'avoue que je vais aller prier, je vais aller déposer un cierge à Sainte-Rita pour la patronne des causes désespérées, parce que je me réjouis à l'avance si elle pouvait être tête de liste. Et cette femme, j'allais dire une grossièreté. Mais non. Alors elle était chez Bourdin l'autre jour à RMC, et elle a dit oui, non, mais ça, ce sont les attaques simplissimes, les arguments simplissimes de François Asselineau. Bourdin, ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité. Donc cette dame, là, ça prouve que je dois l'obséder. Je vais lui payer un divan. Mais si c'est simplissime ce que je dis, pourquoi je ne suis pas invité à la télé à un grand débat, et puis qu'il y ait un débat, et puis que, par ses arguments brillants, elle pourrait démonter ce que je dis. Je serais la risée de la France entière. Je n'aurais plus qu'à aller me coucher, et puis tout le monde me jetterait la carte de l'UPR à la tête. Ah oui. Un jour, un journaliste de renom m'avait dit, c'est il y a plusieurs années, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité, pourquoi les gens ne veulent pas débattre avec vous? J'avais dit, ben non, vous allez me le dire. Il m'avait dit, parce que les gens ne savent pas quoi vous répondre. Parce que ce que j'ai dit, c'est tout simplement la vérité. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on essaie de vous piquer. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas accès aux médias. Normalement, on n'aurait jamais dû décoller. Collectivement, on est le 3e parti de France en nombre d'adhérents payants. Mais alors, on est bloqué médiatiquement, ce qui pèse sur les résultats électoraux, même si nos résultats électoraux sont en croissance. Je rappelle quand même que les 2 dernières élections législatives partielles qui avaient lieu à Mayotte et dans l'Essonne, nous avons fait 1,4 et 1,8% des suffrages, ce qui n'est plus exactement 0,4 comme dans les années 2013, ni 0,9 ou 0,92 au moment de la présidentielle. Il y a une montée, mais c'est une montée qui est extraordinairement handicapée par le fait que les gens ne nous voient pas. Nous avons en ce moment, depuis le mois de décembre, une montée très rapide du nombre de nos adhésions et beaucoup de gilets jaunes à travers toute la France qui ont entendu parler de moi sur les ronds-points. Vous savez que vous ne savez pas, je ne sais pas si vous suivez ça de près, mais que quelqu'un comme Étienne Chouard, que je connais, qui est un ami depuis 7 ans, a annoncé qu'il voterait pour nous et qu'il appellerait à voter pour. Je vais d'ailleurs faire de nouveaux entretiens avec lui. Donc notre notoriété monte très fort. Et beaucoup de gens qui téléphonent au siège de l'UPR et disent mais on a découvert l'UPR et François Asselineau, on ne le connaissait pas. J'ai été candidat à l'élection présidentielle et il y a des millions de Français qui ne me connaissaient pas. Après l'élection encore. Donc les gens qui brocardent mon résultat de 0,92 en disant allez vous rhabiller, d'abord j'étais pas à poil, premièrement. Deuxièmement, ils font comme si j'avais eu la même présentation, le même droit à la même exposition médiatique que Macron. Et que les Français, dans leur grande sagesse, en ayant pesé le pour et le contre, en ayant écouté Macron, qui il était, son expérience professionnelle, sa connaissance du monde international, il connaît strictement rien, je le connais. Hein. C'est vraiment une bille. Le type, là, si on avait pu avoir un débat approfondi pendant 2 heures, si Macron avait été une émission, parce que l'élection présidentielle est tellement importante et tellement grave, qu'il aurait fallu avoir une émission pour chaque candidat de 2 heures, 2 heures et demie, sur TF1 en prime time à 20h30, avec des journalistes
qui aurait relu la charte de Munich de 1971 et qui se serait contenté de poser des questions. Monsieur Macron, expliquez-nous qui vous êtes. Quel chef d'État vous avez rencontré dans votre vie? Est-ce que vous en avez déjà rencontré? À quelles négociations internationales avez-vous participé? Pourquoi faites-vous de la politique? Quelle est votre ambition dans 20 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quel ménage aimeriez-vous laisser dans l'histoire de France? Voilà les questions qu'on pourrait poser à chaque candidat. Et puis lui poser des questions plus insidieuses. Rappelez-nous comment fonctionne l'euro. Qu'est-ce que c'est que l'euro? Comment ça marche concrètement? Je peux vous assurer que sur la scène politique, il y a 99% des dirigeants politiques qui ne savent pas comment fonctionne l'euro. Quelle est votre expérience professionnelle? À ce moment-là, puis quel est votre programme? Et puis s'il y avait eu les 11 candidats, à ce moment-là, les Français, peut-être, auraient commencé à s'intéresser notamment à moi. Mais dès que j'ai eu les parrainages, les 587 parrainages, vous savez comment ça s'est passé. On m'a présenté comme un hybride de Barbe Bleue et de Marc Dutroux, avec le qualificatif de petit candidat. Et donc, complotiste, conspirationniste, hein, on dit de vous que vous êtes complotiste. Ce sera à faire, je dirais, on dit de vous que vous êtes un journaliste payé par l'oligarchie. Hein? Un jour, un journaliste m'a dit, mais comme ça en tête à tête, mais ça fait quel effet d'être un petit candidat? Je lui ai répondu, ça quel effet d'être un petit journaliste? Vous comprenez comment on a mis dans la tête des gens, comment la manipulation mentale. Donc à partir du moment où vous qualifiez 6 candidats, dont votre serviteur, de petits candidats, vous avez 90% des Français qui ferment les écoutilles, qui ne s'y intéressent pas. Parce que malheureusement, beaucoup de Français confondent les élections présidentielles avec le PMU. Il s'agit de jouer le cheval gagnant. Même si c'est un vieil jument avec les genoux cagneux. Voilà. Donc, d'un seul coup, les 6 candidats, les petits candidats, il y a 10%, 15% des Français seulement qui s'y sont intéressés. Alors, et quand je dis 15%, énormément de Français encore qui ne connaissent ni François Asselineau ni l'UPR. Alors que Macron, malheureusement, tout le monde connaît. Donc on a eu affaire à une élection qui n'est pas démocratique. M. Macron n'a pas été élu démocratiquement, il a été élu médiatiquement. Et là, ce qui est en train de se passer pour les Européennes, ils sont en train de resservir le couvert. Ils sont en train de nous cacher 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Vous savez que les études qui ont été faites aux États-Unis montrent qu'il y a une corrélation terrifiante entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de bulletins reçus dans les urnes. Donc leur terreur, c'est qu'on fasse un score. Eux, ce qu'ils veulent, c'est au contraire avoir l'opposition domestiquée, la fausse opposition. Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Wauquiez, M. Mélenchon. C'est-à-dire des gens qui sont là, alors pour critiquer l'Europe, ils sont comme tout le monde, ils critiquent l'Europe, mais qu'est-ce qu'on fait? On propose une autre Europe. Voilà, ça, c'est du gâteau. Hein, c'est l'Union soviétique dont je parlais tout à l'heure. En revanche, celui qui dit il faut sortir de l'Union européenne parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire ça, ça et ça, celui qui dénonce le dogme totalitaire dans lequel on vit, celui-là mérite la pendaison, plus exactement l'annihilation de son existence même, sur toutes les chaînes de télévision et de radio publiques, ainsi que sur TF1, LCI, LCP, Radio Télé, RTL, Europe 1, France Culture, France Inter, France Info. Depuis le 21 avril 2017, je n'existe pas. Il n'est jamais mention de moi. Et nous avons donc des millions de Français qui ne nous connaissent pas. Et après ça, si on fait un score faible, on dira, vous voyez, vous n'intéressez pas les Français. Alors, moi, je vais vous dire donc pourquoi il faut sortir de l'Union européenne. Premièrement, parce que si on sort de l'Union européenne, on va rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. On supprime l'article 60, on se libère de l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui en fait avait été introduit par l'acte unique de 1986. Si nous supprimons la libre circulation des mouvements de capitaux, on n'interdit pas les échanges internationaux de capitaux définitivement, on rétablit le contrôle. C'est-à-dire que si vous sortez de l'argent du pays ou si vous voulez en rentrer, vous devez, au-dessus d'un certain montant, en demander l'autorisation. Il y a un certain nombre de personnes dans cette salle partagent avec moi le privilège d'avoir les cheveux blancs, beaucoup de cheveux,
Et qui se rappelle qu'en 1976, le plan Barre avait annoncé, c'était sous Giscard, je ne parle pas de l'homme de Cro-Magnon, quoique entre Raymond Barre et l'homme de Cro-Magnon, il y avait peut-être une certaine ressemblance physique. Mais, en 1976, le plan Barre, c'était, entre autres choses, interdiction aux Français de sortir plus de 5 000 francs quand ils allaient à l'étranger. 5 000 francs, c'était peut-être l'équivalent d'aujourd'hui de, je ne sais pas, peut-être de 800 €, un truc comme ça, compte tenu de la dérive inflationniste. Bon. Voilà. C'est-à-dire que si vous vouliez sortir davantage, il fallait demander l'autorisation. Et dans le même sens, d'un sens inverse. En 1986, les traités européens, enfin l'acte unique de 86, confirmé par le traité de Maastricht de 92, a fait sauter ce verrou. Désormais, article 63, toute restriction aux échanges de capitaux, au mouvement de capitaux, entre les États membres et entre les États membres et les États tiers est interdite. Ce texte-là, cette phrase, elle est extraordinairement... C'est une des phrases les plus terribles dans l'histoire de France. Parce que ça veut dire que depuis 1986, et a fortiori depuis le traité de Maastricht de 92, toute personne, toute entreprise peut sortir des millions, des centaines de millions d'euros de France sans qu'on puisse m'en empêcher. Et donc peut aller construire une usine à l'étranger. C'est ça les délocalisations. Pourquoi il n'y avait pas de délocalisation sous Vincent Auriol, René Coty, Jacques Chirac, René Coty, excuse-moi, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand? Pourquoi ça n'existait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je vois Mélenchon qui dit oui, c'est scandaleux, Bernard Arnault qui transfère une usine en Slovaquie, puis après de la Slovaquie à la Slovénie, c'est une honte, on doit interdire à M. Bernard Arnault de faire ça, honte à Bernard Arnault. Mais M. Mélenchon se fout de votre gueule. Bernard Arnault ou ses clones, ça fait des siècles qu'ils rêvent de faire ça. Pourquoi s'en prendre à Bernard Arnault spécialement? C'est pas Bernard Arnault qu'il faut attaquer, ce sont ceux qui ont autorisé que Bernard Arnault puisse le faire. Parce qu'avant, ça n'était pas possible. Avant, il fallait demander une autorisation. Et c'était parfois accepté. Hein, je l'explique souvent, parce que Peugeot, dans les années 70, a voulu créer une usine de fabrication de 504 en Iran, avec son partenaire Iran Khodro. Eh bien, les gens de chez PSA sont venus voir le ministère des Finances, qui à l'époque était rue de Rivoli, et puis on présentait le projet. Mais c'était pas une délocalisation, à ce moment-là, on appelait ça une implantation à l'étranger. Et donc c'était quoi? Il fallait transférer des centaines de millions de francs pour créer une usine ex nihilo de fabrication de voitures du côté de Téhéran ou d'Isfahan, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, le ministère des Finances examinait le projet. Est-ce que c'était bon pour Peugeot? A priori oui, la famille Peugeot était d'accord, le conseil d'administration aussi, et puis ça avait l'air bien bouclé, ça allait permettre à Peugeot de s'implanter en Iran et dans le Moyen-Orient. On est avant l'événement, hein. On est avant le coup d'État en Afghanistan. Avant, je rappelle qu'à la cour de Téhéran, sous Mohamed Reza Shah Pahlavi, toute la cour de Téhéran parlait le français. La femme, l'impératrice Faradiba, parlait très bien français. Elle était étudiante à Paris quand le Shah s'était marié avec elle. La cour du roi Zahir Shah en Afghanistan, toute la cour parlait le français également. En Irak, qui était à côté, ils étaient très francophiles et francophones. Et donc l'implantation de Peugeot allait permettre de fabriquer des pistolets 104 qui allaient être vendus dans tout le truc. C'était très bien pour Peugeot. 1. 2. Est-ce que c'était bien pour l'Iran? Bah oui, parce que c'est un pays en développement. Et un pays en développement préfère avoir une usine de fabrication de voitures sur son territoire, avec un début d'industrialisation, fût-ce sous capitaux étrangers, plutôt que pas d'industrie du tout. Le gouvernement iranien était demandeur. Et c'était bien pour l'Iran qui allait créer des emplois industriels sur son sol. 3. Est-ce que c'était bien pour la France? Oui, c'était bien pour la France, parce que d'un seul coup, on allait avoir des voitures françaises qui allaient circuler en Iran, en Irak, en Afghanistan, vendues dans tout ce Moyen-Orient. Ça allait être, les gens allaient dire Peugeot, on va avoir des jeunes, des enfants, des étudiants qui allaient rêver de la France. La modernité, la France, c'était les voitures françaises, qui allaient avoir envie de parler le français. Il y avait des ingénieurs ou des techniciens qui allaient faire le voyage qui allaient apprendre la langue française, qui allaient faire le voyage à Belfort, etc., etc. C'était très bien pour l'image de la France. C'était bien pour Peugeot.
C'était bien pour l'Iran, c'était bien pour la France, et quatrième point, et pour les ouvriers français. Eh bien, c'était bien aussi. Et pourquoi c'était bien? Parce que les voitures fabriquées en Iran ne pourraient pas être réimportées en France. Parce qu'on était maître de notre commerce extérieur. Donc le quota d'importation était de 0. En revanche, on allait embaucher des ouvriers français supplémentaires pour fabriquer des pièces détachées à Sochaux qui seraient envoyées en Iran. Donc ça allait en plus augmenter l'emploi ouvrier en France. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Ça s'appelle gagnant-gagnant. Donc dans ce cas-là, le ministère des Finances donnait son autorisation. Parce que Peugeot prenait l'engagement formel, d'ailleurs, puis de toute façon on avait des contraintes, on pouvait imposer des contraintes réglementaires, que ceci de production ne viendrait en aucun cas concurrencer les productions françaises en France. Puis de toute façon, ça serait des normes spécifiques pour les routes chaotiques qu'il y avait dans le sud de l'Iran. Voilà. Mais maintenant, ça n'existe plus. Donc maintenant, là, c'est le feu vert a été donné, non plus aux implantations à l'étranger, mais aux délocalisations. C'est-à-dire, le rêve de Bernard Arnault, comme de tous les grands capitalistes, comme de tous les détenteurs de capitaux, c'est que plutôt que de payer les Français au SMIC avec des charges sociales colossales, on va aller faire bosser des Bangladeshis, des gamins qui ont 12 ans ou 14 ans, on va les payer 1 euro par jour avec des salaires d'esclaves. Et on va maximiser le profit. Et puis ces chemises, par exemple, qu'on va faire fabriquer, on va les réimporter en France. Et on va maximiser le profit. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'un Espagnol qui avait commencé dans une arrière-cour à La Coruña, en Espagne, est devenu la deuxième ou première fortune mondiale. C'est le fondateur de Zara. Hein, il a dit qu'à partir de la Cunique, il s'est dit, je vais faire fabriquer des chemises, des t-shirts, des petites séries très à la mode. Il a tout misé sur le marketing et sur les franchises avec des magasins Zara dans le monde entier. Et puis il a fait travailler des pauvres ados qui, 1 euro par jour, dans la banlieue de Dhaka, capitale du Bangladesh. Et qui d'ailleurs sont contents parce que c'est un pays où la misère est considérable, c'est un des PMA, un des pays les moins avancés du monde. Eh bien, voilà, on exploite au maximum. Peu importe que l'industrie textile se soit effondrée dans le Nord, effondrée dans les Vosges, effondrée en Espagne, effondrée au Portugal, qu'on ait détruit tout l'emploi industriel textile en Europe occidentale, mais tout ça pour le plus grand profit de monsieur le propriétaire de Zara, qui est devenu, il a une fortune qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros. Voilà, à peu près à égalité avec Bill Gates. Et si vous n'êtes pas, si mettons un patron se dit quand même, j'ai quand même une responsabilité sociale, votre entreprise est détruite, parce que les petits copains, eux, vont le faire, et vous ne pourrez pas tenir le coup. Cet article-là a donc été le coup d'envoi des délocalisations industrielles, et vous savez qu'il y a quasiment une usine en France qui a fermé par jour en moyenne. Et pourquoi la France est-elle un pays riche? C'est pas une donnée. C'est pas évident que la France soit un pays riche. La France est un pays riche parce que nous avons des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, les 4, 5, 6, 7 générations qui nous ont précédés depuis le XVIIIe siècle, 19e et 20e siècle, qui ont été à l'origine de l'essor industriel français, avec des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs. On est en train de tout détruire, mais si on détruit ce qui produit la richesse en France, on va vivre de quoi? Quel va être le truc qui produit la richesse en France? Accessoirement, c'est la destruction de l'emploi industriel. Donc, si le premier avantage de sortir de l'Union européenne, c'est qu'on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que le contrôle des mouvements de capitaux a été aboli dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Union européenne, plus Corée et Japon. En gros, c'est ça. D'ailleurs, tous ces pays-là souffrent du même mot, à peu près. Les mêmes mots, à part l'Allemagne, qui est un cas un peu particulier, compte tenu de l'esprit allemand et du tissu des grosses PME industrielles allemandes, qui souvent sont sur des niches extraordinairement étroites, mais en monopole mondial. Je prends par exemple un exemple, c'est on a un adhérent, enfin bref, il y a une entreprise allemande qui fabrique des camions avec des passerelles télescopiques qui montent à 50 ou 60 mètres, qui sont équipés avec un des cordons pour que quelqu'un puisse passer au Karcher à 50 mètres d'altitude. Si vous avez vu dans les petits villages de France, parfois vous avez ou dans les villes où on fait du ravalement. Jadis, il fallait bâtir des échafaudages incroyables, ça durait 2 ans. Hein.
Maintenant, en 2 coups de cuillère à peau, moi j'ai une maison de campagne dans un petit village de la Nièvre, on a vu arriver un camion énorme, et qui est comme ça, avec une passerelle télescopique, et puis qui fait qui fait le ravalement de l'église médiévale, qui est devenue noire, elle est devenue blanche, en l'espace de 3 jours. Voilà. Chacun de ces camions vaut 600 000 €. Un fabricant au monde d'Allemagne. Voilà. Comme ça. Alors, on peut pleurer, on peut dire, ah, ben oui, les Allemands sont comme ça. Voilà. Nous, on n'a pas. Et puis, il y a une barrière à l'entrée, comme on dit en termes industriels, c'est que si on voulait créer un truc concurrent, on serait moins compétitif, on n'aurait pas la logistique, voilà. Et puis, c'est un marché finalement tellement petit qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui veulent là-dessus. Donc, ils ont un monopole mondial. Remarquez d'ailleurs au passage, je reviendrai tout à l'heure sur l'euro, que si 600 000 €, si 1 euro vaut $1, ça fait 600 000 $. Les pays qui ont besoin d'acheter ça, ils payent 600 000 $. Si 1 euro égale 1,20 $, ça fait 720 000 $. Ben, dans les pays où on a besoin d'acheter ce truc, on paye 720 000 $. On en a besoin. Si 1 euro vaut 2 $, ce qui n'est jamais arrivé, mais mettons 1,50, c'est déjà arrivé, ben 1,50 de 600 000, ça fait 900 000 $. On achète encore, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ça s'appelle l'élasticité de la demande au prix. Ça veut dire que l'euro peut être très cher, ou pas cher, l'Allemagne va vendre. Et si vous voulez vendre une Renault, ou si vous voulez vendre un truc en France où vous avez des quantités d'autres solutions alternatives, et si l'euro monte un peu, on peut acheter, mettons, je sais pas, je sais pas s'il y a encore des voitures françaises fabriquées en France. Oui, je crois quand même, du côté de Douai, il me semble qu'il y a, je ne sais plus quel modèle, qui est la C3 ou je sais pas quoi, qui est fabriquée, il me semble, du côté de Douai. Mettons qu'elle soit sortie usine, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 €, c'est certainement plus, mais bon, modèle moins 10 000 €. Et si c'est une petite cylindrée, si 1 euro égale 1 $, elle est vendue 10 000 $. Elle est compétitive avec des voitures coréennes de marque Hyundai, par exemple. Et si 1 euro vaut 1,4 $, ça fait 14 000 $. Et à ce moment-là, la coréenne qui est fabriquée en won, avec la monnaie coréenne qui a un lien avec le dollar, à ce moment-là, la Renault n'est plus compétitive. Et donc les gens vont plutôt acheter une Hyundai, y compris en Europe. Parce que la Hyundai importée en Europe coûtera moins cher que la Renault fabriquée à Douai en euros. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle l'euro actuel présente cette particularité. L'euro, c'est forcément une cote mal taillée entre le Deutschmark et la drachme grecque. Il y a 19 monnaies qui ont fondu en une seule, si l'on peut dire. Elles n'ont pas fondu d'ailleurs, elles continuent d'exister. Toutes les banques nationales continuent d'exister. Donc en fait, on a tous une monnaie nationale, sauf qu'elle s'appelle, dans ces 19 pays, elle s'appelle euro. Et il y a les mêmes billets de banque, il n'y a pas les mêmes pièces de monnaie, il y a une face nationale, mais il y a toutes les banques centrales nationales. Elle s'appelle euro et elle s'échange au taux de 1 pour 1, ça s'appelle un PEC en termes financiers. Elle s'échange au taux de 1 pour 1, théoriquement à vitam aeternam. Mais le fait de cet euro est coté donc par les marchés financiers à mi-chemin entre ce que serait la drachme et ce que serait le Deutschmark. Actuellement, c'est aux alentours de 1,15 $. Et ce 1,15 $ est trop cher pour l'économie française, trop cher pour l'économie grecque, mais pas assez cher pour l'économie allemande. Parce que depuis 1999, la compétitivité de l'industrie allemande a continué sur la lancée qui est la même depuis 1949, création du Deutschmark, lorsque les États-Unis ont rendu leur souveraineté monétaire à l'Allemagne de l'Ouest. Depuis 1949, continuellement, les efforts de compétitivité allemands sont supérieurs, donnent des résultats meilleurs aux efforts de compétitivité en France, qui donnent des résultats meilleurs aux efforts de compétitivité en Italie, qui donnent des efforts de compétitivité des résultats meilleurs qu'en Grèce. Auparavant, tout ceci était réglé par une dépréciation régulière des monnaies nationales. Le Deutschmark montait sur les marchés internationaux, et puis le franc se dépréciait par rapport au Deutschmark, ce qui permettait de corriger à l'exportation ce déficit de compétitivité. Maintenant, ça n'existe plus. Nous avons la même monnaie, enfin le même taux de change de notre monnaie nationale, et le même que le taux de change de la monnaie allemande.
qui s'appellent toutes les deux euros. Le résultat, c'est que comme la monnaie est trop faible pour l'Allemagne, les Allemands dégagent des excédents commerciaux géants. 260 milliards d'euros en 2017, c'est-à-dire supérieur à la Chine, premier excédent commercial mondial. Mais la France dégage des déficits commerciaux géants, moins 75 milliards d'euros, et puis sans parler des pays du Sud. Or, quand vous dégagez des excédents commerciaux très importants, ça veut dire que vous vendez beaucoup plus que vous n'achetez, donc ça veut dire que vous créez de l'emploi chez vous. Le taux de chômage en Allemagne est très très bas, tombé à 4%. En revanche, quand vous achetez plus à l'étranger que vous lui vendez, ça veut dire que vous achetez du travail fabriqué à l'étranger, et donc vous créez du chômage. Le chômage en France est très élevé, il n'arrive pas à baisser malgré toutes les manipulations statistiques de M. Macron demandées à l'INSEE. Donc la deuxième cause du chômage, ce n'est pas seulement la libre circulation des mouvements de capitaux, article 63, qui fait que les délocalisations industrielles. La deuxième cause fondamentale, c'est que notre monnaie est trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie française. Et quand nous sortirons de l'euro, que nous rétablirons le contrôle des mouvements de capitaux, on peut estimer, il y a d'ailleurs une étude qui avait été faite par Jacques Sapir pour la Fondation Respublica il y a en 2013-2014, qui estimait à un gain minimum en 2 ans de 1 million de chômeurs en moins. Et tous les économistes sérieux le savent. Hein. Tous les économistes sérieux le savent. Vous avez peut-être vu, s'agissant de l'euro, cette étude qui a été faite par un think tank allemand, qui a été révélée il y a 3-4 jours, 5 jours, qui s'appelle le CEP, je crois, Centre d'études politiques, je ne sais pas quoi, et qui a montré que, depuis la création de l'euro a bénéficié énormément à l'Allemagne, en termes macroéconomiques, et les deux grands perdants sont la France et l'Italie. La France a perdu par personne en 20 ans 56 000 euros par personne, en termes de niveau de vie. Et en termes de volume global de PIB, on a perdu sur 20 ans 3 100 milliards d'euros. Le choix d'avoir la même monnaie que l'Allemagne est un choix délirant, qui finira par exploser de toute façon. Je ne suis pas là pour vous parler de l'euro, mais allez vous renseigner sur le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, ça s'appelle Target 2. Allez regarder ma conférence en ligne qui s'appelle La tragédie de l'euro. Allez voir la conférence de Vincent Brousseau, notre spécialiste de l'euro, qui est un normalien, docteur en maths, docteur en économie, et qui a passé 15 ans à la BCE, dont 6 ans au service de la politique monétaire, qui est l'une des personnes au monde qui connaît le mieux le fonctionnement de l'euro de l'intérieur. Allez voir tout ce que nous disons, l'euro va finir par exploser. Maintenant, c'est comme dans les Saintes Écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Je voudrais dire tout ceci parce que je suis toujours confronté à des gens, notamment des retraités, qui disent « Mais vous vous rendez compte, si on sert de l'euro !» Ben, je dis « Oui, je m'en rends très bien compte, mais je me rends très bien compte aussi de ce qui va se passer si on y reste. » Et comment... Je dis « Mais pourquoi vous avez peur de sortir de l'euro pour revenir au franc, alors que vous n'avez pas eu peur de sortir du franc pour entrer dans l'euro? Pourquoi? Sur quelles données techniques vous êtes vous-même? Alors, moi, je ne connais rien. Ben oui, les gens n'y connaissent rien, ils se sont fondés sur ce que disaient les médias. Donc, paraît-il qu'entrer de... On se rappelle ce qu'on avait parlé de moins de 15 ans, c'est ça. On se rappelle ce qu'on nous a dit sur l'euro, c'était plus de croissance et plus d'emplois. Ça allait être bonheur sur terre, on allait voir ce qu'on allait voir. Ben oui, on a vu. C'est pas plus de croissance et plus d'emplois, c'est plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. Nous avons un dogme, une utopie, un fantasme des élites françaises, que depuis des décennies, les élites françaises, là on est revenu aux années 40, hein, en pince pour l'Allemagne, ne rêvent que de l'Allemagne, que d'imiter l'Allemagne, c'est une espèce de fantasme des élites françaises, et donc on est en train de payer au prix fort ce fantasme qui va très mal se terminer, parce que les retraités, plutôt que d'avoir peur de sortir de l'euro, devraient avoir peur de l'euro qui va exploser. Actuellement, j'entends beaucoup de détails, mais il y a un déficit de la balance des paiements courants cumulé de l'Italie vis-à-vis de la zone euro de 450 milliards d'euros. Si demain le gouvernement Salvini-Di Maio dit qu'il sort de l'euro, en violant le traité européen, parce qu'il n'y a pas de clause de sortie, mais s'il dit qu'il sort de l'euro, il crée d'un seul coup une nouvelle lire, il va se passer quoi? Soit on envoie une bombe atomique sur le Colisée, soit on se tourne vers la BCE. Et la Banque Centrale Européenne, qui chapeaute les banques centrales nationales dans ce qu'on appelle le SEBC, le Système Européen de Banque Centrale,
qui représente dont le bilan représente 8% du bilan cumulé des 19 banques centrales nationales qui font partie de la zone euro. Et bien si demain l'Italie fait ça, la BCE va dire nous constatons un déficit, une perte sèche de 450 milliards d'euros. C'est le déficit au sein de la banque dans le système Target 2. Le déficit cumulé de la banque des paiements courants. Allez voir, sur Wikipédia, c'est à peu près expliqué correctement, mais le mieux, c'est mieux expliqué dans la version allemande. La version française est toujours extrêmement édulcorée. Alors, il faut y ajouter aussi une centaine de milliards d'euros de billets qui est la quote-part italienne. Donc en gros, un sinistre de l'ordre de 550 milliards d'euros. Et donc la BCE va dire au gouvernement italien, vous devez 550 milliards d'euros. Le gouvernement italien va dire, pas possible, impossible, pas rigolo. Ah oui, la situation en Italie est quand même aussi mauvaise qu'en France. Et à ce moment-là, la BCE va dire, bon, dans ces conditions, je passe donc par profits et pertes 550 milliards d'euros, donc ils doivent être comblés par les pays restant au sein du système européen de banque centrale. Et comme l'Italie sortant, nous avons actuellement à peu près 20% de la France dans le système européen de banque centrale, quand l'Italie fait des